De l'université, monsieur le doyen, Excellence consul des États africains qui ont ouvert des consulats dans les provinces du Sud, chers professeurs, chers étudiants, je voudrais au début rendre un grand hommage à tous ces États représentés par leurs excellences qui ont prouvé leur amitié au Maroc par les actes, non pas seulement par les paroles, par le discours, mais par les actes, en ouvrant des représentations consulaires dans les provinces du Sud. La politique étrangère de chaque pays, donc de tous les pays du monde, et bien sûr du Maroc, est une construction. Une politique étrangère, c'est la traduction d'un socle historique, d'un socle civilisationnel, bien sûr. Si on prend n'importe quel État dans le monde, sa politique étrangère est un reflet de son identité, bien sûr, et de son histoire. La politique étrangère au Maroc, donc, elle est basée sur des principes politiques constants qui traduisent ce socle historique. La Constitution, par exemple, de 2011 a clairement tracé les piliers de cette politique étrangère, à savoir la coopération, le partenariat, les valeurs de solidarité, de coopération et de partenariat. Et si on prend le préambule de la Constitution, cette orientation donc, à l'égard de l'Afrique constitue un engagement constitutionnel de l'État marocain. Sa Majesté le roi Mohamed VI, en tant que représentant suprême de l'État, il n'a pas cessé de réitérer en fait cette orientation, donc qui donne en fait la priorité dans la politique étrangère marocaine à l'Afrique. Donc cette dynamique, comme je l'ai dit, est une traduction d'une identité nationale, d'une histoire, etc. Et l'idée principale de cette communication est en fait montrer que l'action du Maroc, on peut dire, ou l'implication du Maroc dans le processus d'intégration de l'Afrique constitue une constance, comme on dit en arabe, une constance de la politique étrangère marocaine qui transcende en fait les contextes, qui transcende donc les contraintes politiques et géopolitiques. Et donc c'est pour cela qu'on va en fait diviser cette intervention en deux parties. La première, c'est la constance historique, donc le Maroc en tant qu'acteur historique africain, et la deuxième partie sur les perspectives de ce leadership marocain. Tout d'abord, si on voit l'histoire, à partir de la période de décolonisation, le Maroc s'est impliqué, était un acteur principal de cette phase. Le Maroc a soutenu la lutte de certains États contre le colonialisme. Il a soutenu la lutte de certains autres États contre des formes de néocolonialisme. C'est le cas de l'apartheid en Afrique du Sud, c'est le cas de ce qui s'est passé dans le Congo belge, bien sûr. Et on se rappelle que Mohamed V avait envoyé des contingents pour défendre ce pays, qui est indépendant. Comme l'avait d'ailleurs exprimé son Excellence, merci. Ouais, merci. Donc, comme l'a expliqué Monsieur le Consul général, le Maroc, dès son indépendance, avec feu Mohamed V et feu également Hassan II, a été un acteur principal de, on peut dire, les velléités d'unification ou ce que j'ai appelé ici, donc l'établissement d'un dispositif institutionnel panafricain à travers le groupe de Casablanca. On avait au début deux groupes, bien sûr, le groupe de Casablanca et le groupe de Monrovia. Le groupe de Casablanca et le groupe de Monrovia, c'est bon. Et le Maroc a pris la présidence de ce groupe, on l'appelle d'ailleurs Casablanca, et ensuite le Maroc est un membre fondateur de l'organisation de l'unité africaine, donc l'OUA. Certes, le retrait du Maroc de l'organisation panafricaine en 1984 était un moment difficile, bien sûr. Il vient
contradiction, on peut dire, avec cette essence africaine du Maroc. Mais le Maroc était obligé de le faire. Mais on a bien expliqué d'ailleurs que le Maroc a quitté seulement une organisation. Il n'a pas abandonné l'Afrique, il n'a pas abandonné cette dynamique d'intégration africaine. Il a seulement quitté une institution. Et ça s'est avéré, bien sûr. Ça s'est avéré que depuis 1984, le Maroc a développé d'excellentes relations bilatérales avec plusieurs États. Le Maroc également a été un acteur majeur dans certains mécanismes de coopération multilatérale avec certains États, comme par exemple la TICAD. TICAD, c'est la coopération partenariat avec le Japon. Le Maroc a réussi, en fait, à influencer la conception de ces événements de manière à ce qu'ils soient, bien sûr, présents. Comment ça? C'est qu'à chaque fois, quand il y a une conférence, un forum de coopération Japon, Afrique, Russie, Afrique, Chine, Afrique, Union Européenne, Afrique, on ne parle pas d'Union africaine, tant que le Maroc n'était pas membre. Donc on parlait toujours de Japon, Afrique. Russie, pays africain. Comme ça, pourquoi? Pour, tout d'abord, éviter qu'une entité pseudo-étatique créée par le Polisario puisse y siéger, chose que tous ses partenaires ont refusé, même la Russie, l'Union Européenne, le Japon, ils ont toujours refusé, et pour garantir une présence d'un acteur majeur qui est le Maroc. Une seule fois, je crois, mais c'est très rare que cette entité pseudo-étatique, ce qu'on appelle entre guillemets la RASD, a pu s'incruster. C'était en Tunisie, dernièrement, vous vous rappelez, la TICAD, où c'était plus une erreur de la présidence tunisienne qu'autre chose, parce que la diplomatie japonaise, après, ils se sont déchargés de toute responsabilité. Qu'ils n'étaient pas au courant d'ailleurs de l'invitation faite au dénommé Brahim Ghali, donc le chef du Polisario. Le Maroc également est demeuré un acteur principal ou majeur de la coopération africaine à travers, on peut dire, à travers la coopération sud-sud. Donc je ne vais pas m'étaler beaucoup là-dessus parce qu'il y aura une intervention de mon ami Yassine Tanan dans ce cadre. Mais on se rappelle du groupe de G77, plus la Chine, c'est un groupe qui a été créé en 1964. Aujourd'hui, ils sont 134 membres pour défendre en commun, pour défendre les intérêts des États en développement. Et le Maroc a pris la présidence de ce groupement, je crois, à 2 reprises, dans la dernière, je crois, en 2022. Le Maroc également a maintenu une relation de partenariat avec les groupements régionaux, voilà, CEDEAO, CEMAC, etc. Le Maroc aussi, aujourd'hui, est membre de 3 groupements régionaux, mais qui ne sont malheureusement pas, on ne peut pas les appeler des groupements régionaux d'intégration, mais c'est des cadres régionaux. C'est le cas, le Maroc est membre de l'UMA, qui est malheureusement dans un état de coma profond depuis des années. Il est membre également de ce qu'on appelle la SENSAD, c'est les États sahélo-sahariens. Il est membre de l'accord d'Agadir, mais comme je l'ai dit, ce ne sont pas vraiment ce qu'on peut appeler des cadres d'intégration, ce sont des groupements régionaux qui sont assez limités par leurs actions. Donc la situation est que le Maroc, à un certain moment, se trouve dépourvu. En fait, l'économie marocaine est faite de manière à ce qu'elle elle doit être très ouverte, elle doit être dans un cadre d'intégration. Elle ne peut pas aller comme ça tout seul face au monde, mais on doit être dans un cadre d'intégration. Et on se trouve dans des cadres qui sont limités. Donc on était dans une situation où on devait absolument trouver un cadre. Et 3 scénarios qui se sont posés, soit répondre positivement à la sollicitation des États du CCG, le Conseil de coopération du Golfe, qui ont invité le Maroc à devenir membre à part entière, mais c'est un non-sens géographique. Le Maroc a décliné l'invitation, bien sûr. Le Maroc est un État africain, il le demeurera. Deuxième scénario, c'est chercher un autre espace d'intégration régionale. C'est pour ça qu'on a jeté notre dévolu sur la CEDEAO. Et le Maroc a fait une demande pour devenir un membre à part entière de cette organisation régionale. Malheureusement, il y a eu des réserves parce qu'il y a eu des inquiétudes
par rapport au poids du Maroc qui pourrait gêner donc l'équilibre au sein de cette organisation. Et enfin, œuvrer pour une meilleure intégration plus large au sein du continent africain. On passe maintenant au deuxième point. On parle des perspectives, en fait. Voilà. On parle des perspectives. En fait, aujourd'hui, ça a été soulevé d'ailleurs, le monde vit des mutations profondes. On est sur le point de vivre une évolution paradigmatique, comme on dit, des relations internationales. Les États africains, je crois qu'ils sont conscients qu'ils ne peuvent pas faire face à cette nouvelle donne avec les armes du passé. Il faut renouveler l'action collective africaine qui n'est pas suffisante aujourd'hui. Et donc, il faut des projets intégrateurs, de nouveaux projets qui vont accélérer l'intégration de l'Afrique. Et c'est dans ce cadre-là que le Maroc, avec le Nigeria bien sûr, mais c'est une initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, on a lancé le projet de gazoduc transatlantique, qui est un projet structurant pour l'avenir du continent. Et c'est un prisme à travers lequel on va voir aussi, on va percevoir l'Afrique et également l'implication du Maroc au sein de l'Afrique. Bien sûr, ce projet, on le sait tous, en 2017, en 2017, il y avait une visite de Sa Majesté le Roi au Nigeria et on a lancé en fait cette idée d'un projet gigantesque qui permettra d'acheminer le gaz naturel du Nigeria vers l'Europe à travers des pays de l'Afrique de l'Ouest et à travers le Maroc bien sûr. Au début, on s'est posé la question bien sûr, un projet de telle envergure, il va générer des interrogations. Parmi les interrogations, surtout par rapport à le fait de bâtir un avenir sur une énergie qu'on dit qu'elle est en train de disparaître. Les énergies fossiles, les lectures qu'on a eues, c'est que dans 3-4 décennies, il n'y aura plus de pétrole, il n'y aura plus de gaz naturel, etc. Et alors que c'est un projet qu'on va bâtir dans quelques années quand même, ça prend du temps. Et donc on s'est posé la question, comment on va bâtir un projet sur cette base par rapport à une énergie qu'on voit disparaître. Certains même ils ont déclassé les énergies fossiles, pétrolières, le pétrole et le gaz naturel, en tant que levier géopolitique. Mais ce qui se passe aujourd'hui, il démentit cette tendance. Les énergies fossiles, ils ont de l'avenir devant elles. Je me rappelle d'une déclaration du ministre qatari de l'énergie qui avait bien dit que le gaz naturel a de beaux jours devant lui. Et la preuve, c'est la guerre russo-ukrainienne, le contexte aujourd'hui difficile, inflationniste, etc. Il nous enseigne que les énergies classiques, elles demeurent un levier géopolitique important. Bien sûr, je ne vais pas trop tarder sur les dernières avancées, mais c'est un projet qui avance. On a eu dernièrement des mémorandums qui ont été signés, mémorandums d'entente qui ont été signés par 7 pays, par la CEDEAO aussi. Également, la compagnie pétrolière nigériane du Nigeria, NNPCL, a annoncé un investissement de l'ordre de 12,5 milliards de dollars qui permettra au Nigeria d'avoir une participation de 50%. Je prends juste une minute pour expliquer les risques en fait par rapport à ce projet. On a plusieurs risques. Le Maroc doit être vigilant par rapport à cette question. Tout d'abord, le risque de la vétusté des infrastructures pétrolières au Nigeria. C'est un sujet très important parce que cela demandera beaucoup d'argent pour les mettre à niveau, pour la viabilité du projet. Les risques classiques liés aux vulnérabilités sécuritaires, etc., et l'instabilité de certains pays, et la crise économique actuelle qui va rendre un peu difficile donc la priorisation de ce projet
par rapport aux investissements qu'on doit faire, la crise a, on peut dire, changé, on peut dire, les priorités. Bon, je crois que j'arrive à la fin du temps qui m'est imparti. Voilà, dernière partie, je voulais parler en fait juste quelques sur le projet de création de la communauté économique africaine, CEA, à travers la zone de libre-échange. C'est un sujet qui est très important pour l'avenir de l'Afrique. L'agenda 2063, c'est le traité d'Abuja qui a installé un agenda, un programme séquentiel sur six phases, je crois, et pour qu'on puisse arriver en 2063 à une union économique douanière, monétaire africaine. Je vous remercie. Et Pardon. Merci, chers collègues, pour votre intervention très riche et qui termine justement en faisant le parallèle avec ce qui a été fait auprès de la communauté économique européenne en 1957 déjà. Donc vous m'apprenez quelque chose, honnêtement. Alors, merci d'être revenu également et d'avoir rappelé l'engagement constitutionnel de l'État marocain pour cette orientation africaine qui, dès le départ, d'emblée, lors de cette conférence, a été marquée, que c'est la traduction d'une identité qui est notamment rappelée dans le préambule de la Constitution, et qu'il s'agit d'une constante de la politique étrangère marocaine. Alors, pour ne pas faire long, cette politique étrangère marocaine, c'est le professeur Yassine Sanan qui va nous en parler, et je l'invite à venir rejoindre le pupitre. Donc, il va intervenir sur une communication intitulée « Le Maroc, acteur capital, la coopération sud-sud, pardon, un volet majeur de la coopération politique étrangère ». Merci. Salam alaikum. Monsieur le président de l'université, monsieur le doyen, messieurs les consuls, chers amis et collègues professeurs, chers auditoires, je suis très honoré aujourd'hui pour venir vous expliquer, pour venir débattre un petit peu sur la place de la coopération sud-sud dans la politique étrangère du Maroc. Donc, il importe au premier lieu de définir un petit peu ce que c'est qu'une politique étrangère. C'est une série d'actions qui est entreprise par un État en vue d'arriver à des fins étudiées. D'accord ? Et donc, la coopération sud-sud, si on peut la définir, c'est une manifestation de solidarité entre les pays et les peuples pour contribuer au bien-être national, à la solidarité, etc. Et cela à travers l'échange de connaissances, de compétences, de ressources et d'expertise, comme l'a très bien souligné tout à l'heure monsieur le consul. Donc on va un petit peu limiter notre débat sur la coopération sud-sud en Afrique, parce que la coopération sud-sud, elle est générale, elle peut concerner certaines d'autres régions ou d'autres aires géographiques. Et donc, dès le départ, on peut l'affirmer que c'est un axe privilégié de la politique étrangère du Maroc. On peut palper ça à travers de l'indépendance, parce que le Maroc, en 1961, sous l'égide du feu le roi Mohamed V, avait inauguré la conférence de Casablanca. Elle était d'une importance majeure dans la mesure où il a invité les chefs d'État des pays africains de venir débattre de l'avenir de l'Afrique, sortir du colonialisme, de la ségrégation raciale, de parler du développement. Et c'est à ce moment-là que ça a été le prélude pour la création de l'OUA. Et donc c'est une continuité. Et là, cet axe aussi privilégié, c'est-à-dire on le voit aussi dans la défense de la cause des pays africains. Donc le Maroc a été parmi les premiers à venir en aide au mouvement de libération nationale, que ce soit au Mozambique, en Angola, on peut citer d'autres.
avant l'intronisation du roi, Sa Majesté le roi Mohammed VI, le roi défunt Hassan II avait, même s'il avait, on avait quitté, comme a dit notre cher collègue, c'est Azdin, on avait quitté l'organisation, on n'avait pas quitté l'Afrique. Donc on avait développé un certain grand nombre de relations bilatérales. Avec l'intronisation de Sa Majesté le roi Mohammed VI, dès le départ, le tempo va être donné. Le roi va plaider pour un engagement sincère et une solidarité agissante en faveur de l'Afrique subsaharienne. Je ne vais pas reproduire ce qu'a dit Monsieur le Président, c'est le discours, c'est un discours phare, parce que là, on va voir que le Maroc va bel et bien introduire dans sa politique générale, sa politique étrangère, la coopération sud-sud comme étant un axe privilégié de sa politique étrangère. Et vous verrez la dernière phrase, le roi va dire, et c'est pourquoi nous l'avons inscrite au centre de la politique étrangère de notre pays. Donc parmi les caractéristiques de cette politique étrangère du Maroc, il y a la diversification, la solidarité, l'anticipation, la modération et le pragmatisme. On va expliquer tout ça. Donc, pour un petit peu étayer notre propos, on va procéder par une approche en 3 phases. La première, on va parler un petit peu du nouvel élan. Deuxièmement, la présence et le renforcement. Et le troisième paragraphe sera dédié à la coopération solidaire. Donc, on va se poser la question de dire comment, à quelle époque, à quelle date, le Maroc a pris un nouvel élan pour asseoir cette politique étrangère sud-sud dans son action diplomatique. C'est-à-dire, il faut prendre l'année 2000 comme étant un point de départ. Ça ne veut pas dire que le Maroc n'avait pas dans son capital diplomatique cette hantise de la coopération sud-sud. Mais là, il va y avoir un tournant, il va y avoir un nouvel élan. À l'occasion du sommet Afrique-Europe, au Caire en 2000, le Maroc va décider, il va faire un pas très important envers les pays les moins développés, les PMA. Qu'est-ce qu'il va faire? Il annonce l'annulation de la dette. D'accord? Et en même temps, il va dire que certains pays peuvent accéder au marché marocain sans droit de douane. Donc, il y a une ouverture. Et donc, cette politique, elle va être axée sur les investissements économiques et la résolution des conflits. Donc, le Maroc va être parmi les premiers, ou le premier investisseur dans l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, en l'an 2022, il est le 5e dans le continent africain. C'est-à-dire qu'il y a une vraie présence de l'investissement marocain sur le continent. Et donc, la résolution du conflit, on va voir Sa Majesté le roi qui va convier les présidents de certains pays, à savoir le Libéria, le Sierra Leone et la Guinée, à venir un petit peu trouver une solution au conflit du fleuve Malo. Donc cette action médiatrice n'est pas simplement, c'est pas arrêté là. On va la voir dans le cas du Mali, le conflit du Mali. On va la voir aussi dans le conflit de la Libye. Et donc c'est une action qui est toujours présente. Et donc, dans cette coopération sud-sud, il faut voir l'implication personnelle du roi, à travers les voyages qu'il a effectués, les pays visités, et le nombre colossal de ces accords qui ont été signés. Donc des accords de coopération, plus de 500 accords de coopération. Il faut noter dans ce cas-là, il y a 14 accords qui sont des accords de type NPF, c'est-à-dire de la nation la plus favorisée. Deuxième élément, deuxième point, c'est celui concernant la présence et le renforcement. Donc, il y a cet élan, ce nouvel élan, mais il lui faut donner une assise institutionnelle. Il faut quelque chose, il faut l'institutionnaliser en quelque sorte. Et donc, il faut faire un retour, la réintégration au sein de l'UA. Donc, cette réintégration va être le 30 janvier, et comme vous avez vu, en 2017.
Donc cette réintégration va donner deux éléments essentiels. C'est-à-dire qu'elle va asseoir les fondements de la coopération sud-sud, et donc elle va aussi donner au Maroc une certaine présence, un renforcement de sa présence au niveau politique, économique, culturel et sécuritaire. Plus que ça, il va être membre du Conseil de la paix et de sécurité de l'OUA pour une autre période, celle de 2022-2025. Donc, la présence du Maroc dans cette instance, qui est une instance très importante au sein de l'UA, elle va permettre au Maroc d'apporter son expertise et son aide pour maintenir un climat de paix, de sécurité et de stabilité en Afrique. Il va amener vers lui tous les pays pour venir un petit peu débattre de certaines problématiques qui obèrent un petit peu l'Afrique, si on peut dire, entre guillemets. Ces problématiques s'apparentent à l'insécurité. Comme j'ai dit, là, vous pouvez voir les enfants soldats, le terrorisme, le changement climatique, etc., etc. Mais pour cela, il faut aussi travailler sur la réforme de l'organisation, de cette organisation. Et donc le Maroc, il est il est un membre du comité consultatif de la réforme institutionnelle de l'OUA. C'est-à-dire qu'il faut changer cette institution pour lui donner encore plus de crédibilité, d'accord, et plus d'efficacité. Il y a des chantiers qui sont globaux, qui attendent l'Afrique, et que l'UA doit être une locomotive ou un vecteur de croissance. Et donc, tout ce qui a été voté au sein de l'ONU pour le développement durable sont des programmes qui vont être installés en Afrique et qu'il faut gérer d'une manière efficace. Troisième élément, troisième point, c'est une coopération solidaire. Et je vais expliquer ça à travers deux points, à travers deux exemples. Et ces deux exemples s'inscrivent dans le développement durable et tous versent vers la sécurité alimentaire en Afrique. Il y a l'initiative pour l'adaptation de l'agriculture africaine au changement climatique, qu'on appelle l'initiative AAA de 2016. L'objectif, c'est la promotion des pratiques d'adaptation au changement climatique. C'est-à-dire, il faut gérer, il faut une nouvelle gestion des sols, maîtrise de l'eau agricole, gestion des risques climatiques, le renforcement des capacités des acteurs, à savoir les agriculteurs, et la canalisation des flux vers des populations plus vulnérables. On sait pertinemment que ce qui attend l'Afrique sur une décennie, ce sont des engagements financiers colossaux pour venir un petit peu atténuer de la fracture au-delà du problème climatique. Donc ça se chiffre entre 30 et 50 milliards selon les estimations du FMI chaque année. Deuxième exemple, c'est celui de l'initiative de la ceinture bleue pour la pêche et l'aquaculture durable en Afrique de 2016. Si on peut voir l'Afrique dans une carte monde, on va voir qu'elle est entourée d'océans. Mais paradoxalement, vous verrez que le continent importe 75% des produits halieutiques pour subvenir à ses besoins. Donc, il y a quelque chose d'anachronique. Donc, ce que le Maroc veut passer dans cette instance, c'est que l'économie des océans et l'aquaculture jouent un rôle stratégique en termes d'alimentation, de croissance économique et d'emploi et d'innovation. Donc l'Afrique doit intégrer cette idée-là, parce que l'Afrique, c'est un continent jeune, c'est une population qui est en développement, et donc il faut arriver à assurer au moins une sécurité alimentaire. Donc, cette initiative, elle vise à faire de la pêche un vecteur de croissance dans l'économie bleue. Et les espaces qui sont concernés, ce sont les zones côtières et les zones économiques exclusives, qui génèrent 85% de la production halieutique mondiale. Les principaux objectifs, c'est-à-dire l'émergence d'une économie halieutique décarbonisée, qui n'a pas un impact négatif sur les côtes, sur les océans. La création, pour arriver à cela, il faut aussi créer des observatoires de contrôle de la pêche côtière et le développement de la pêche, de l'aquaculture durable des communautés côtières.
Donc, et j'arrive à ma petite conclusion pour dire que la coopération doit avoir cet aspect humaniste et altruiste. Je vais vous raconter une histoire. Vous connaissez le... Vous savez, le lac Tchad, c'est un lac qui est immense en Afrique et qui est nourricier pour les populations de ces régions-là. Mais le problème avec ce lac-là, c'est qu'il a été atteint par les effets négatifs de la sécheresse et du changement climatique. Et donc, il se réduit. Et donc, un journaliste est venu un jour demander à un vieux pêcheur pour lui dire quelles sont vos espérances, quels sont vos espoirs. Il a dit, le vieux pêcheur a dit, le monde ne nous laissera pas mourir. Et c'est dans ce cadre-là que la coopération sud-sud a toute son importance, sa nécessité et son essentialité, si on peut dire. Et on peut relever que dans ce que j'ai dit à travers ce que nous avons exposé sur la politique étrangère du Maroc, c'est qu'elle a ces aspects-là. Et merci pour votre attention. Merci, chers collègues, d'avoir démontré de manière magistrale quel était le rôle, en tout cas, de la politique étrangère du Maroc et comment celle-ci est un volet majeur de notre royaume. Donc, vous avez rappelé que les maîtres mots de cette politique étrangère sont la diversification, la solidarité, le pragmatisme, mais aussi, vous avez pu démontrer comment la présence marocaine était assurée, notamment à travers l'investissement économique d'une part, puis la résolution des conflits d'autre part. Merci pour votre intervention. On va passer directement, non pas aux travaux restants, mais à une pause café à laquelle vous êtes conviés.